Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de cette journée. L'effervescence du super mardi aux États-Unis, de New York à la Californie, des millions d'Américains sont en train de voter pour choisir les candidats à la Maison-Blanche. John McCain devrait succéder à George Bush comme représentant des Républicains. Premier entretien et première photo pour le trader de la Société Générale, Jérôme Kerviel. Il indique à l'agence France Presse avoir perdu la notion des montants. Il assure aussi qu'il n'est ni suicidaire ni dépressif. Face aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat, François Fillon confirme une augmentation du minimum vieillesse de 25% d'ici à 2012. Information France 2, la hausse devrait être de l'ordre de 4 à 5% dès cette année. Ne dites plus TGV, mais AGV. Alstom a dévoilé en grande pompe l'automotrice à grande vitesse. Elle est plus rapide, 360 km/h, plus économique et plus spacieuse. L'Italie l'a déjà achetée. Un début de clarification au Tchad. Les rebelles qui semblent en difficulté proclament un cessez-le-feu. Le gouvernement d'Idriss Déby crie victoire et reçoit un soutien plus appuyé de la France. Enfin, le début de la discussion au Sénat sur la loi OGM. Quel impact concret sur la santé après des années d'études et de commercialisation dans certains pays? On fera le point sur l'état des connaissances. D'abord donc, direction les États-Unis. La prochaine élection américaine commence à se jouer ce soir. Du Pacifique à l'Atlantique, des frontières du Canada à celles du Mexique, tous les bureaux de vote ont maintenant ouvert leurs portes dans 24 États, c'est-à-dire près de la moitié du pays. Un vote pour désigner les candidats dans chaque camp, des candidats qui ont mis toute leur énergie ces dernières heures à récupérer les soutiens les plus prestigieux. Jamais les personnalités n'ont été autant sollicitées. Sur place aux États-Unis, Alain de Chalvron, Ariel Monange. Elle a été la première à voter, Hillary Clinton, des potrons minés dans son fief de Chappaqua, près de New York, accompagnée d'un Bill tout ému. Je n'ai jamais été aussi fier de ma vie. Je ne sais pas comment vous dire, c'est un honneur pour moi de voter pour elle. Et pourtant, l'ancienne première dame, invitée hier soir d'un show télévisé très populaire, avait mis, avec le sourire, les choses au point. Dans ma Maison-Blanche, on saura bien qui porte la culotte. Au même moment, Barack Obama faisait campagne dans le nord-est des États-Unis, autrefois considéré comme Clintonland, mais susceptible de basculer tant l'écart entre les deux candidats s'est resserré. L'appui de Ted Kennedy, le frère du président assassiné, est décisif dans cette partie du pays. Celui de Robert De Niro est universel. Répondons à l'appel de Barack Obama, c'est un appel à l'action, à la reprise en main de notre gouvernement. Au palmarès des stars, le candidat noir est largement gagnant. Oprah Winfrey, la plus populaire des animatrices de télévision des États-Unis, a fait campagne pour lui à Los Angeles. Et George Clooney, le chéri de ces dames, s'est déclaré à son tour. Vous savez, je suis obamiste depuis longtemps. Je suis enthousiasmé par sa campagne. Côté Hillary, on a engrangé le soutien de Jack Nicholson et du dernier roi d'Écosse, Forest Whitaker, un peu effacé derrière l'ombre tutélaire de Bill. Chez les Républicains, John McCain a été adoubé par le gouverneur de Californie, l'ancien acteur Arnold Schwarzenegger, et par un autre super baraqué, Sylvester Stallone, alias Rambo, sur le plateau de France 2. Oui ou non? Écoutez, à l'heure actuelle, ce qu'il faut voir, c'est que le meilleur candidat, à mon avis, c'est John McCain. Ça tombe bien, John McCain adore Rambo et les soldats. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct de Washington. Commençons par les démocrates. Sur quoi se joue la campagne? Les programmes ou les individualités? Oh, écoutez, il y a des vraies différences entre les deux candidats. Par exemple, Barack Obama, lui, est prêt à discuter avec l'Iran tout de suite. Dès qu'il arrive à la Maison-Blanche, Hillary refuse. Il y a des différences sur les politiques de santé, sur l'économie. Mais la vraie différence, je dirais, c'est dans le style. Hillary Clinton fait campagne en vendant sa compétence, son expérience. Elle est d'ailleurs impressionnante de connaissance des dossiers. Elle multiplie les chiffres dans ses discours. Mais elle ne fait pas rêver. Barack Obama, lui, vend un souffle nouveau. Il vend le changement, la fin des préjugés, la fin du politiquement correct. Il promet une Amérique nouvelle. Et côté républicain, le favori John McCain revendique-t-il l'héritage de George Bush?
Oh, ça n'est un secret pour personne que les deux hommes ne s'aiment pas trop, hein, en vérité. John McCain s'est même affronté ces dernières années avec George Bush, notamment sur le sujet de la torture. Pour l'ancien prisonnier des Viet Cong, c'est absolument inadmissible, la torture. Alors il est plus libéral sur le plan économique, il est moins idéologue, il n'aime pas du tout les néoconservateurs, il est moins bigot, même si en ce moment il essaye de récupérer les voies religieuses. Mais il y a un point sur lequel il est jusqu'au boutiste par rapport à George Bush, c'est l'Irak. Pour lui, cette guerre, on l'a voulu, et ben maintenant, faut la gagner. Même s'il faut envoyer plus de troupes, même si ça doit prendre des milliards de dollars, même si ça doit prendre des années, pour lui, pas question de retrouver une nouvelle défaite comme au Vietnam. Le Vietnam, c'est la clé de John McCain. George Bush, lui, était dans la garde nationale au Texas. Merci Alain. Et puis signalons que ces primaires sont organisées aussi à l'étranger, côté démocrate seulement, et que les Américains expatriés semblent passionnés eux aussi. 33 pays sont concernés, dont la France. Et il y avait foule, par exemple, à l'église américaine de Paris, où Barack Obama semble plus populaire que sa rivale. À noter que les Américains de France enverront un délégué pour désigner le candidat, à comparer par exemple avec la Californie qui en enverra 441. Image signée Abdel Zwiwesh. On connaîtra les résultats tard dans la nuit. En France, un jeune homme de 31 ans, en jean et en chemisette, souriant, un peu timide. Ainsi apparaît Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale, dans une série de photos réalisées aujourd'hui avec l'agence France Presse. Premier cliché et premier entretien aussi. Il confesse avoir perdu la notion des montants, s'être laissé emporter. Il indique aussi qu'il va bien, tout simplement. Zindine Boudaoud. Jérôme Kerviel, tel qu'il a choisi de se montrer, détendu, aux côtés de son avocate, le trader par qui le scandale est arrivé prend la pose pour l'AFP. Un scoop, 20 minutes d'entretien et des photos diffusées en accord sans doute avec Jérôme Kerviel. Je lui ai dit, mais vous êtes aujourd'hui connu en Chine, en Inde, votre nom est connu partout, vous avez fait la une de tous les journaux. Et il m'a dit oui, mais je n'ai pas encore conscience de ça. Dans cette interview, le trader de la Société Générale assure qu'il n'est ni suicidaire ni dépressif. Je ne serai pas le bouc émissaire de la Société Générale, ajoute-t-il, et de se défendre. Je n'ai jamais eu d'ambition personnelle. L'objet était de faire gagner de l'argent à la banque. Des propos dont il aurait livré la primeur aux juges chargés du dossier qui l'ont interrogé hier. Une stratégie de communication maîtrisée et confiée par Jérôme Kerviel à une société spécialisée. Les journalistes du monde entier couvrent l'événement. De la garde à vue de Jérôme Kerviel aux perquisitions de la police, la presse internationale est friande de ce scandale boursier. La Société Générale tient Jérôme Kerviel pour responsable de la perte de près de 5 milliards d'euros. Le 8 janvier dernier, le jeune trader a été mis en examen pour abus de confiance notamment, mais n'a pas été privé de liberté. Et à noter la rechute des bourses européennes ce soir suite à un mauvais indicateur américain qui renforce encore les craintes d'une récession. Paris perd 3,96% à la clôture, Francfort 3,26%. L'actualité sociale, toujours dominée par les questions liées au pouvoir d'achat. Pressé de questions aujourd'hui à l'Assemblée, le Premier ministre François Fillon annonce que la promesse de Nicolas Sarkozy est toujours d'actualité. Une revalorisation de 25% du minimum vieillesse d'ici à 2012. D'après les informations de notre service politique, la hausse devrait être de l'ordre de 4 à 5% dès cette année 2008. Cyril Za. Les mots sont choisis. Pour annoncer le grand coup de pouce aux petites retraites, François Fillon rappelle les promesses du candidat Sarkozy. Les engagements du président de la République seront intégralement tenus. Cela veut dire que nous revaloriserons le minimum vieillesse de 25% en 5 ans et que nous allons commencer dès 2008. 25% avant la fin du quinquennat, la revalorisation est de taille. À l'heure actuelle, le montant du minimum vieillesse s'élève à 628,10 € par mois pour une personne seule, 1126,77 € pour un couple. Selon nos informations, dès cette année, le gouvernement envisagerait une première hausse de l'ordre de 5%. Au total, près de 600 000 personnes seraient concernées. L'an dernier, le budget consacré par l'État au minimum vieillesse a atteint 5 milliards d'euros. Autre augmentation annoncée dans l'hémicycle, celle des pensions de reversion. Versées aux veufs et aux veuves après le décès de leur conjoint, elle serait portée de 54 à 60% d'ici à 2012. Des annonces faites un mois avant les élections municipales.
Et toujours à propos du pouvoir d'achat, dans un entretien au Figaro, le ministre du Budget, Éric Woerth, propose d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 0,5% le 1er mars au titre de l'année 2008. Il estime que compte tenu de l'avancement et des nouvelles règles sur les heures supplémentaires, la hausse moyenne des rémunérations sera de 3,7%. En tout cas, cette proposition de 0,5% est jugée très nettement insuffisante par la plupart des syndicats ce soir. On connaissait le TGV, voici l'AGV, automotrice à grande vitesse. Alstom a dévoilé aujourd'hui ce nouveau train, plus rapide que son grand frère, et qui pourra parcourir 1000 km en 3 heures. Le groupe espère le vendre à la SNCF d'abord et l'exporter dans le monde entier. Sur place, à La Rochelle, Valérie Lerouge, Philippe Turpot. On connaissait le TGV, voici le train de demain. L'AGV pour automotrice grande vitesse dévoilé ce midi. Parmi les nouveautés, la vitesse 360 km/h au lieu de 320 aujourd'hui et surtout plus de motrices à chaque extrémité de la rame. Les moteurs sont désormais répartis sous les wagons. Premier avantage, la place libérée. Nous avons un train qui a plus de capacité. On a typiquement 450 places pour le train de 200 mètres, là où la génération précédente avait en gros 80 places de moins, c'est-à-dire 370. Et en même temps, nous avons réduit la consommation, nous avons réduit le bruit. Le design de la cabine de pilotage a été redessiné et des systèmes d'aide à la conduite ajoutés. L'espace passager lui sera plus large, chaque compagnie pouvant choisir son propre aménagement. Le prototype n'était pas encore achevé qu'un client s'en est offert 25 rames. Sa nationalité plaît déjà au chef de l'État. Puis j'ai vu que c'est les Italiens qui l'avaient acheté. Un produit qu'on n'exporte pas, c'est pas grave. C'est beau l'Italie, hein? Bon, voilà. Le client italien, c'est lui, patron de Fiat et Ferrari et actionnaire de la nouvelle compagnie Transalpine, emballé en découvrant son nouveau jouet. Je suis content, j'aime beaucoup aussi sur les fenêtres. Les fenêtres, très grands, avec beaucoup de qualité de la vie pour les passagers. Et c'est notre chose, j'aime beaucoup le design. Pour moi, le design, c'est toujours très important. Pour la France, la SNCF ne cache pas son intérêt pour la GV, mais elle continue jusqu'en 2014 de privilégier les TGV classiques, notamment ceux à 2 étages. Ils peuvent transporter davantage de passagers. Oui, et ce qui retient l'attention dans cette affaire, c'est l'aventure industrielle d'Alstom. L'histoire n'est pas banale. Il y a moins de 5 ans, le groupe a failli mourir. Il était au bord de la faillite alors qu'il avait cette pépite technologique dans ses cartons. C'est l'État français qui l'a sauvé. Romain Messi. Des salariés dans la rue, des piquets de grève de plusieurs semaines. Fin 2003, Alstom est au bord du gouffre financier. Un groupe promis à la vente, mais sauvé par l'intervention de l'État qui injecte alors 800 millions d'euros dans les caisses. 8000 salariés sont sacrifiés, l'entreprise vend les chantiers de l'Atlantique et se recentre sur la construction ferroviaire. 4 ans plus tard, Alstom conclut un redressement spectaculaire. Aujourd'hui, nos chaînes sont très occupées, nous embauchons, nous avons embauché 10 000 personnes dans le groupe Alstom, dont 1500 en France, dont beaucoup dans l'activité transport, y compris à La Rochelle. Et donc Alstom aujourd'hui est revenu, j'allais dire, sur les rails. Dans son centre d'essai de La Rochelle, Alstom innove et accélère. Un record de vitesse pour le TGV en 2007. Extraordinaire. Et un train de 4e génération, prêt à conquérir le marché mondial de la grande vitesse. Mais Alstom a des concurrents, l'allemand Siemens et son ICE, le Shinkansen japonais et surtout le canadien Bombardier, préféré par la SNCF pour le nouveau Transilien. Prochain enjeu, le remplacement de plus de 300 TGV à partir de 2013. Un contrat qu'Alstom espère bien remporter. On en vient à la situation au Tchad avec, je vous le disais, peut-être un début de clarification. Le gouvernement du président Idriss Déby crie victoire. Il estime avoir maté les rebelles, c'est l'expression employée. Personne ne sait exactement ce qu'il en est, mais la rébellion a effectivement accepté un cessez-le-feu. Renaud Bernard. Depuis le début des combats, le président tchadien est resté retranché à l'intérieur de son palais. C'est d'ici qu'il aurait mené ses troupes à la victoire. Mais de leur côté, les rebelles démentent avoir perdu la bataille. Dans l'attente de renfort, ils se seraient repliés dans la brousse. Ils affirment que le cessez-le-feu est temporaire. Ils veulent toujours chasser le président tchadien. En attendant, N'Djamena pense ses plaies. Après 3 jours de combat à l'arme lourde. Selon la Croix-Rouge, il y aurait plus d'1 millier de blessés. L'hôpital central de la ville manque de tout, ni électricité, ni médicaments.
Dieu va t'aider, c'est la seule chose que cet officier trouve à dire à son homme blessé. Pessimistes, ceux-là ont choisi de prendre la route de l'exil, en n'emportant que l'essentiel. Ils fuient vers le Cameroun voisin par les ponts qui enjambent le fleuve Chari à la frontière. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 20 000 personnes auraient déjà fui vers le Cameroun et 3 000 autres en direction du Nigeria. Et sur place à N'Djamena, l'armée régulière a en tout cas repris le contrôle des rues. On découvre l'étendue des dégâts. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Gérard Grisbeck, Alain Dubas. Toute la journée, ils ont paradé dans la ville. Le signe que les soldats du président Idriss Déby ont gagné la bataille. Les rebelles se sont repliés. N'Djamena ramasse ses cadavres, une odeur pestilentielle. Il est toujours impossible de faire un bilan des combats. Après 4 jours de frayeur, les habitants sortent timidement de leur maison. Il faut bien chercher un peu de nourriture, mais la plupart des magasins sont restés fermés. Sans parler des pillages, qui semble-t-il ont été nombreux. Après le chaos, c'est maintenant le soulagement. Ça a été très dur envers nous les citoyens, mais aujourd'hui, on a quand même trouvé la paix. L'ambassade de France, située pas loin du palais présidentiel, a été touchée par les combats. Elle se trouvait sur la ligne de front. Pour la première fois depuis 4 jours, l'ambassadeur quitte les lieux. Ouais, ça c'est des empreintes. Il y a un moment où on a passé en tout cas de longs moments par terre, à plat ventre, parce que ça tirait de partout. À chaque passage de soldats de l'armée tchadienne, on se salue. La France et le Tchad sont alliés depuis 30 ans. Et pour mieux comprendre cette relation particulière, il suffit de se rendre à l'aéroport militaire. Des avions français aux côtés d'hélicoptères tchadiens qui aujourd'hui encore ont bombardé des positions rebelles. Ce soir, les rebelles semblent avoir été repoussés en dehors de la ville, à plus de 10 km nous dit-on. Mais la guerre n'est peut-être pas finie puisque l'on parle maintenant d'une autre colonne d'insurgés qui se situerait à l'est du pays et se dirigerait vers la capitale, N'Djamena. Retour en France, c'est cette semaine que sera présenté le plan banlieue, souvent annoncé, régulièrement repoussé. Il doit mettre l'accent sur la formation, le retour à l'école, l'activité. On insiste souvent, peut-être trop souvent, sur le désœuvrement et l'exclusion, mais les choses bougent dans ces quartiers. Ce sont des lycées qui deviennent partenaires des grandes écoles. Ce sont aussi des entrepreneurs sans complexe qui montrent l'exemple. Voici l'aventure de 2 jeunes partis de rien et qui ont imposé leurs griffes jusque dans les grands magasins. C'est le dossier de cette édition, il est signé Nadia Hadjbouziane, Mathias Barois. Ils ne sont pas là pour les soldes, ils viennent pour affaires. Ces 2 jeunes gens ont réussi à décrocher un entretien avec un grand distributeur de la mode, un rendez-vous fructueux. Et ben voilà, le contrat est signé et Galeries Lafayette. C'est impressionnant. Il y a une clientèle mondiale qui passe ici, donc c'est un vrai challenge pour nous. Bientôt leurs vêtements haut de gamme côtoieront les plus prestigieux. Ils visent une clientèle aisée qui ne mettra certainement jamais les pieds au Mureaux, banlieue parisienne. Wissam Mazoud, 25 ans, BTS de commerce. Slimane Ben Salah, 24 ans, licence en éducation physique. Ils sont d'origine modeste, mais venir d'une cité n'exclut pas les grands rêves. Avec Wissam, on venait souvent ici, on avait 15-16 ans et on parlait un peu de nos rêves, de tout et rien. On réfléchissait, on refaisait un peu le monde. On s'asseyait de ce côté, puis des fois de l'autre côté pour voir la direction de Paris. En fait, ça nous faisait rêver un petit peu. Avant de faire leurs preuves, ils ont dû convaincre. Oui. Ils ont commencé l'an dernier sans un sou, avec juste 300 de ces t-shirts. Leur fournisseur a accepté d'attendre les ventes avant d'être payés et ça a tellement bien marché que des investisseurs les ont rejoints. Avec leur nouvelle collection, chemises de luxe décolletées pour hommes et femmes, les 2 associés obtiennent à nouveau des délais de paiement. Donc là, ce matin, on est bien à 27 000 € et on a réussi à négocier une traite en fait. À 60 jours fin de mois, on paye en fait après l'opération des Galeries Lafayette. Comment faire sa pub sans agence, sans créatif et sans budget? Simple, il suffit de payer de sa personne, au culot. Là on vient de repérer Guillaume Durand, donc on lui a fait un petit coucou, il nous a répondu un petit bonjour. On va voir s'il sort ou
si on peut lui glisser une carte, éventuellement. Je peux me permettre de déranger 2 petites minutes? Je suis avec quelqu'un, mais... Dans 5 minutes? Ouais, mais après, de mon bureau, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais voulu savoir s'il était possible de vous inviter au Galeries Lafayette. On fait une animation là-bas. Merci à vous. Ils se font photographier aux côtés de personnalités, Will Smith, Jean Dujardin, Patrick Vieira. Les icônes du cinéma et du sport se prêtent au jeu gratuitement, tant que la marque est confidentielle. Pour la confection, les deux compères auraient pu aller en Chine ou en Tunisie, mais ils veulent le meilleur. Et selon eux, c'est Michel Sacleux, en Picardie. D'autant plus étonné que son carnet de commandes était vide. Nous, les artisans, il n'y avait plus personne qui frappait à nos portes. Et on a été stupéfaits de les voir un jour. Tu avais téléphoné, je crois. On avait téléphoné. Oui. Ils avaient téléphoné, ils sont venus. De jeunes, ça fait un peu drôle. Fabriquer en Tunisie, pour moi, ça aurait été très facile. Je parle la langue, je connais où sont les usines. Mais en même temps, voir les conditions dans lesquelles ils travaillent, le salaire auquel ils sont payés, pour moi, c'était inimaginable. Pour l'instant, de travailler dans un pays étranger. Et puis le savoir-faire, c'est pas du tout le même. Leur réussite, pour l'instant, ils ne font que la toucher du doigt. Ils l'imaginent moins étriquée que celle qu'on leur proposait il y a encore peu. Moi, depuis la 6e, on essaye de m'orienter en BEP métallurgie. Depuis la 6e. On a toujours voulu m'orienter, dès que je voulais une voie générale. Mais non, fais un BEP. Et je vais passer le bac. Mais non, perds pas de temps. Tu veux pas avoir ton bac, tu vas aller à la chaîne. Les deux entrepreneurs se donnent un an pour vérifier si leur choix du haut de gamme est le bon, s'ils ont eu raison de suivre leur propre voie. En bref, la violence au quotidien sur les terrains de football. Un jeune arbitre a été tabassé par un joueur qu'il avait exclu avant-hier près d'Ajaccio lors d'un match amateur. Il souffre d'un traumatisme crânien, il a eu le nez et plusieurs dents cassées. Le footballeur âgé lui-même de 19 ans a été condamné en comparution immédiate à 8 mois de prison ferme. Le début de la discussion au Sénat sur la loi OGM. C'est la première fois qu'une loi sur le sujet est discutée en France, sujet très sensible. Nous avons voulu à cette occasion faire le point sur l'état des connaissances concernant l'impact des organismes génétiquement modifiés sur la santé des consommateurs. Enquête Florence Mavic, Bernie Mériot. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM, on n'en veut pas. Avaler des OGM est-il dangereux? Ce bataillon d'opposants qui défilait cet après-midi à Paris en est convaincu. Et ce petit rat pourrait être son emblème. Il y a 3 ans, il s'est retrouvé au cœur d'une bataille d'experts. Avait-il, oui ou non, été intoxiqué par un maïs transgénique qui aurait altéré ses reins et son foie? Verdict controversé, le maïs serait inoffensif. Aux États-Unis, des aliments génétiquement modifiés, on en consomme depuis plus de 10 ans, sans forcément le savoir. La législation américaine n'impose aucune traçabilité ni aucun essai clinique poussé concernant d'éventuels effets sur la santé. Le concept de précaution est un concept que les Américains ne connaissent pas. Ce qui explique qu'aux États-Unis, les OGM soient partis dans l'alimentation, dans l'agriculture à grande échelle, sans qu'on dispose véritablement d'études. Un gène introduit dans une plante peut-il passer du champ à notre estomac? À ce jour, les scientifiques considèrent qu'une fois cuit, puis digéré par les sucs digestifs, un brin d'OGM est sérieusement secoué. Plus sérieux, il existe un risque d'accroître les allergies en modifiant certaines plantes. Un exemple, c'est un soja qui a été transformé en allant chercher un gène dans la noix du Brésil qui était connu comme étant allergène pour l'homme. Bien, ce soja, il est devenu allergène. Donc il fallait surtout pas faire ça. Pour l'instant, chez nous, dans nos assiettes, pas d'OGM au menu. Et à noter que le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, a annoncé devant les sénateurs, à l'occasion de la discussion de cette loi, de nouvelles autorisations d'essais de culture OGM en plein champ. Elles seront délivrées dès cette année 2008, dit-il. La justice avec l'ouverture demain du procès du scandale de l'hormone de croissance. On en a déjà parlé. Parmi les parties civiles, il y aura les familles des 111 victimes contaminées alors qu'elles étaient enfants. Mais il y aura aussi celles qu'on appelle les personnes à risque. Elles aussi ont été traitées à l'hormone de croissance contaminée il y a des années. Elles vivent aujourd'hui dans la crainte de l'apparition de la maladie. Nathalie Sapena, Claire-Marie Denis. Cet homme vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il a été traité par des lots d'hormones de croissance contaminées entre 1983 et 1985, comme 1000 autres enfants à l'époque. Ce père de 3 enfants sait qu'un jour peut-être, la maladie de Creutzfeldt-Jakob se déclenchera, une maladie qui peut incuber 40 ou 50 ans.
C'est dans ma tête, hein, c'est comme ça, je vis avec. J'essaie d'évacuer, mais comme je vous disais, j'ai une famille, donc je peux pas mettre ça de côté, c'est pas possible. Toufik Belkiri s'est portée partie civile, comme Estelle Desfosses. Elle a perdu son mari il y a 3 ans de cette maladie qui paralyse peu à peu tous les muscles. Il ne pouvait plus bouger ses jambes, il ne pouvait plus décider bah, tiens je vais bouger ma main, il ne pouvait plus rien contrôler, même le regard de ses yeux, il ne pouvait plus dire bah, tiens je vais regarder par là, il ne contrôlait plus rien parce qu'à un moment donné on communiquait par clin d'œil, quand il ne pouvait plus parler, et bah, même ça on ne pouvait plus l'utiliser parce qu'il ne pouvait plus contrôler tout ça. Christophe Desfosses, la 102e victime du scandale de l'hormone de croissance, laisse un petit garçon, Alexis, qui a aujourd'hui 6 ans. Demain, Estelle Desfosses va voir pour la première fois les 7 prévenus à qui l'on reproche les conditions de prélèvement et d'extraction de l'hormone de croissance, une rencontre qu'elle appréhende. On a peur que la colère ressorte, que j'irais même jusqu'à dire la haine ressorte contre ces personnes qui sont pour moi responsables de notre cauchemar, donc peur de revivre tout ça une deuxième fois. Aux côtés d'Estelle Desfosses, ils seront plusieurs centaines de parties civiles, des familles entières, à assister au procès qui va durer 4 mois. La justice encore, mais à l'étranger, avec un cas qui oppose la France aux États-Unis. Un cas de conscience, pourrait-on dire. Il s'appelle Omar Khadr. Ce jeune homme est détenu à Guantanamo. Il a été enrôlé par Al-Qaïda et arrêté pour terrorisme en Afghanistan alors qu'il n'avait que 15 ans. L'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, soutenu par le gouvernement français, a fait de ce dossier une affaire personnelle. Pour lui, c'est un enfant soldat, ce n'est pas un coupable, mais une victime. Gilles Rabin, Didier Daon. Omar Khadr ne possède que cette photo d'identité. Il est né au Canada, à Toronto, dans une famille afghane qui part bientôt s'installer à Peshawar au Pakistan. Omar a 2 ans. Son père est un militant islamiste fanatique. Il décide de s'installer dans l'Afghanistan des talibans. Omar n'a que 11 ans, mais son père l'envoie aussitôt dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. C'est un enfant soldat. Son père l'a enrôlé dans Al-Qaïda, il avait 11 ans. À 15 ans, il a reçu la formation militaire. À 15 ans et quelques mois, il était sur le champ de bataille. Il a tué un soldat américain, il a été lui-même blessé, arrêté, torturé. C'est d'abord une victime d'Al-Qaïda. Une victime, en tout cas pas pour les Américains. Il est transféré à Guantanamo. Omar n'a pas 16 ans, mais on le maltraite. On le tient ligoté pendant des heures, on le prive de sommeil, on le torture. Sac en plastique sur la tête, on lui fait subir des simulacres d'étranglement, d'attaques de chiens, on le menace de viol. Ce qu'on attendait de lui, c'était d'en savoir plus sur son père et les fréquentations de son père. Et ce que lui, enfant, avait pu voir, observer dans les camps d'Al-Qaïda. À partir de là, vous avez le processus, on torture, et puis après, quand vient l'heure de la justice, on essaye de tout mettre en œuvre pour que précisément la vérité n'apparaisse pas. Pas de procès public donc, pas de tribunal pour mineurs. Omar est jugé par une commission militaire de Guantanamo. Pas de témoin non plus, ni son frère, ni Robert Badinter, qui avec d'autres dénonçait ce déni de droit. L'armée américaine, qui a fait torturer cet enfant soldat, veut le juger à huis clos. Les élections municipales, la question du manque de logement est au cœur des préoccupations et pas seulement à Paris. Voici l'étonnante expérience néerlandaise. Là-bas comme partout, il y a des logements vides et les propriétaires redoutent le squat qui est légal après un certain délai. Pour les rassurer, pour les tranquilliser, un système d'occupation négocié a été mis au point à Amsterdam. Diego Garcia, Alain Dubas. Un cauchemar pour les propriétaires. Ici à Amsterdam, comme partout en Hollande, tout bâtiment vide depuis plus d'1 an peut être légalement squatté. Et c'est comme ça depuis 40 ans. Cet immeuble de bureaux pourrait tenter bien des squatteurs. Pour lutter contre cela, certains propriétaires louent leurs biens à des locataires temporaires, comme Michel. Ici, la surface, ça fait environ 7 étages, ça fait 1200 mètres carrés. Pour vous tout seul? Pour moi tout seul, oui. 1200 mètres carrés pour 150 € par mois, tout compris. Une aubaine pour cet artiste peintre. Mais ici, c'est mon atelier. C'est quand même, c'est amplement suffisant. Il faut que ce soit propre et tout. Hein, parce que s'il y a des gens, le proprio qui vient et tout, il faut pas que ce soit un grand bordel. Évidemment, ce n'est pas Versailles.
Juste le minimum, ce qui lui permet de déménager à tout instant. Car le propriétaire n'a qu'à donner un préavis de 15 jours s'il veut récupérer son local. Ce qui n'inquiète pas Michel, il retrouvera vite un autre lieu. Et c'est une vie qui vous convient? Oui, je suis assez vagabond, ça me plaît plutôt parce que après un certain temps, de toute façon, j'en ai marre d'un logement, donc je préfère ça me convient très bien de repartir ailleurs. Un toit pour un mois, un an ou plus. C'est grâce à cet homme que Michel a trouvé son bonheur. Just Kunders est patron de l'agence Anti-Crack, ce qui signifie anti-squat en néerlandais. Ce n'est pas un philanthrope, pour lui ce qui compte avant tout c'est le business. Je pense que nous défendons plus les droits des propriétaires que ceux des locataires temporaires. Pour nous, ils sont surtout un moyen d'éviter que les immeubles ne soient squattés. Cette pratique n'est évidemment pas du tout du goût des squatteurs. Les propriétaires ne font rien de leur appartement. Donc ça ne change pas la situation et ça casse notre action. La spéculation immobilière continue. Mauvaise nouvelle pour les squatteurs français, les sociétés anti-squat hollandaises songent à exporter leur concept dans notre pays. Les sciences avec du nouveau sur le mystère des vagues scélérates. Il s'agit, vous le savez, de ces vagues géantes qui surgissent sans prévenir au milieu d'une mer souvent très calme. Eh bien, l'énigme est peut-être en voie d'être élucidée grâce aux travaux de chercheurs qui ont étudié certaines propriétés de la lumière. Explication Nicolas Châteauneuf, Frédéric Pasquet. Pendant longtemps, ce fut une légende, celle d'un navire ballotté par la houle et frappé tout d'un coup par une vague géante surgie de nulle part. Une vague dite scélérate, violente et inattendue. Les témoins décrivent un véritable mur d'eau qui peut atteindre 30 mètres de haut, emportant tout sur son passage. Les dégâts sont impressionnants. En 91, une vague géante arrache la proue de ce supertanker. La puissance du phénomène peut même dévaster les ponts supérieurs, briser les vitres, arracher les câblages. Aucun océan, aucun navire n'est à l'abri, comme ce porte-avions en 1959. Les équipages craignent les vagues scélérates car elles sont imprévisibles. Mais depuis quelques années, les scientifiques percent peu à peu le mystère de leur formation. Vous avez des vagues qui arrivent de directions différentes et qui se retrouvent toutes au même endroit. Et donc qui viennent s'empiler en un point donné et puis créer une super vague. Ça peut être aussi des vagues plus courtes qui vont moins vite que des vagues plus longues, qui sont rattrapées par ces vagues plus longues et qui viennent former une super vague. Dans ce laboratoire de Nantes, on reproduit certains mécanismes des vagues scélérates, mais de nombreuses questions restent en suspens. Il y a heureusement une nouvelle piste. Des chercheurs ont montré qu'il y avait des similitudes entre le comportement de certaines ondes lumineuses et celles des vagues. Si cela se confirme, cela permettrait de comprendre leur nombre et à plus long terme, de pouvoir prédire leur apparition. Les joies du Mardi Gras partout en France, de Pau à Dunkerque, où ont été tournées ces images. On se déguise et on fait la fête. Dimanche, là-bas, c'était le fameux lancer de harengs sous le balcon de l'hôtel de ville, une tradition qui remonte au XVIIe siècle et qui réunit toute la population. Le carnaval, c'est aussi Venise, bien sûr, les défilés et aussi les bals privés dans les palais pour les privilégiés. On vient de toute l'Europe et donc de France pour y participer. Sur place, Philippe Visserias, Karine Guillaume. Alors que le soir tombe sur Venise, pour certains carnavaliers, la journée commence à peine. Dans leur chambre d'hôtel, Nadine et Fabrice se préparent à changer de peau. Quand je me maquille, en fait, dès le départ, je rentre dans le personnage. Dans quelques heures, ils participeront à l'un des bals costumés les plus sélects du carnaval. Pour lui, une tenue empire, pour elle, une robe du XVIIIe siècle qu'elle a cousue elle-même. Ça ne m'intéresserait pas de venir au carnaval si je ne faisais pas mes costumes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est faire mes costumes. Premier pas dans la rue. C'est le test, on voit dans le regard des gens si on a réussi ou pas. Depuis 8 ans, l'espace d'une semaine, Nadine, professeure de piano, et Fabrice, cadre commercial, quittent Montluçon pour changer d'époque. Ça fait 11 mois que j'attends d'être à Venise, donc non, là je suis dans mon rêve. La soirée se déroule dans un ancien palais vénitien. Elle est réservée aux membres de l'association et coûte 250 € par personne. Dans la salle, 300 convives venus du monde entier, dont une majorité de Français. Ça représente beaucoup d'amis à revoir et puis une ambiance, le mythe de Venise, la magie du carnaval, de ces grandes soirées dans son palais somptueux. Au fil de la soirée, on remonte les siècles. Du baroque vénitien, on passe à la valse pour finir avec le disco
Pour Nadine et Fabrice, oublier le plongeon dans le passé reste l'esprit du carnaval. Du cinéma avec la sortie demain sur les écrans des Liens du sang. Le film est inspiré d'une histoire vraie à Lyon dans les années 70, celle de deux frères, l'un truand, l'autre policier. Un joli duo, Guillaume Canet, François Cluzet. Présentation avec Marie Jaujoin et Jean-Marie Leclerc. 10 ans de prison pour meurtre. Le cadet est flic. Deux frères, Cain et Abel des années 70, qui tentent de tirer un trait sur le passé pour se retrouver. Putain de merde, tu t'es servi de moi. Non mais tu délires, hein. Je pendant que tes copains déménageaient le fric. Hein. Toi, t'avais ton compte frère sous la main pour pouvoir jurer que tu passais le réveillon en famille. Mais t'as raison, je suis trop con. Mais je suis où là? Je suis au tôle? Le scénario s'inspire de la vie des frères Papé, deux Lyonnais, Bruno le flic à gauche et Michel le truand à droite, aujourd'hui retraités et réconciliés. Ils sont tous les deux, de cette enfance qu'ils ont eue en commun, sortis avec une nécessité d'aimer, quoi. Donc il y a un rapport vraiment sensible qu'on a retrouvé chez les vivants et qu'il fallait nous incorporer. Nous on a eu plus de chance que lui peut-être. C'est notre frère quand même. Comprendre une enfance sans mère, le plus souvent dans la rue. On imagine que le cadet est devenu flic par réaction. Il se met en quatre pour aider son frère, mais les vieux démons sont à l'affût. C'est nous tous, c'est la famille, c'est le frangin, c'est curieux quand même. Hein. Alors de temps en temps ça nous barbouille les tripes quand même. Hein. Ça me prend tellement les tripes que ça m'amène les larmes aux yeux. Hein. Ça rappelle des moments, on retrempe carrément dans le passé. Comme lorsque son frère est sorti de prison, une scène qui a ému Guillaume Canet. J'imaginais ce que c'était d'aller chercher son frère à qui on a tourné le dos pendant 10 ans, qu'on n'a jamais été allé voir en prison. Quelque part, c'est une main tendue aussi, mais ça veut dire ce que tu as fait avant, je veux plus en entendre parler. Bah, je peux vous dire qu'eux, ils étaient là, par exemple, Michel et Bruno, ce jour-là, ils avaient les larmes aux yeux. On a une commission rogatoire pour ton frère, on monte le chercher. On a préféré te prévenir avant. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un film d'action, mais en même temps, c'est un film qui ne cherche pas les faits, qui cherche la profondeur de ce qu'on a dans le ventre et de ce qu'on cache. Vous croyez quoi, que je le couvre? Quant aux deux acteurs, ils apportent à ce polar humaniste un réalisme rarement vu au cinéma. J'en ai marre de jouer au gendarme au voleur. Une image quotidienne de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Camerounais se sont imposés hier soir face à la Tunisie 3-2. Voici le but de l'égalisation à 2 partout de la Tunisie. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Mbia qui a offert la victoire à son camp. Et les Camerounais qui affronteront le Ghana en demi-finale. Cette dernière minute, on l'a appris pendant ce journal, l'incertitude en Italie. Il y aura bien dissolution de l'Assemblée. Elle sera annoncée officiellement demain. Il y aura donc de nouvelles élections pour tenter de former un gouvernement. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, l'effervescence du Super Mardi aux États-Unis. De New York à la Californie, des millions d'Américains sont en train de voter pour choisir les candidats à la Maison-Blanche. Côté républicain, John McCain devrait succéder à George Bush pour présenter les couleurs du parti à cette élection présidentielle. Beaucoup plus de suspense entre Barack Obama et Hillary Clinton. Les résultats dans la nuit. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Valérie Alexandre, 20h50. Voici venir l'orage. Le deuxième volet de ce téléfilm en 3 parties de Nina Companese. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.